Bonjour à tous. Donc Quentin Garcin, je suis responsable qualité, sécurité, environnement chez Acta Mobilier. Et je vais essayer de vous présenter comment on a mis notre démarche Lean au service de la protection de notre terre. Alors on va parler d'environnement, mais on va pas parler que d'environnement aussi. On va parler un petit peu de sécurité, un petit peu beaucoup, parce que c'est un peu mon métier aussi. On va parler un petit peu d'ergomotricité, et on va essayer de parler aussi un peu de productivité. L'objectif de la présentation, c'est, si mes collègues n'ont pas réussi à vous convaincre à faire du Lean, c'est de vous convaincre de faire du Lean, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Si on veut sauver la planète, ça passera certainement par le Lean. Et sinon, si vous avez déjà une démarche Lean, l'objectif, c'est d'essayer de vous convaincre de l'orienter encore davantage autour des enjeux de protection de l'environnement. Alors, vous avez le droit d'être un peu sceptique. Moi, il y a 2 ans, avant de rejoindre Acta, j'étais très sceptique. Déjà parce que j'avais jamais entendu parler du Lean, sauf à l'école. Autant dire que si j'en avais pas entendu parler, ça aurait été pareil, parce que j'en ai entendu parler 3 heures en 5 ans, je crois. Et puis, j'avais pas non plus une conscience environnementale très très importante. Et c'est grâce au Lean et à travers ce qu'on a pu faire sur le Gemba que ça s'est développé. Alors, rapide présentation de la société Acta. Donc elle a été créée en 1989 par Alain Genet, qui est ici présent dans la salle. On a un site industriel de 10 000 m² qui est basé à Moneto dans Lyon. Donc dans ce site de 10 000 m², on a nos bureaux, notre showroom et on a surtout notre outil de production. On est entre 120 et 130 collaborateurs et collaboratrices et on a fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Chez Acta, on a 2 métiers. Déjà, on est fabricant de façades de meubles. Donc, en gros, on est sous-traitant industriel, c'est-à-dire qu'on réalise des façades de meubles pour des clients qui vont les revendre à d'autres clients. Voilà. Les façades de meubles, c'est essentiellement des façades de cuisine et on fait aussi un petit peu des façades de salle de bain. Ce qui est très important, c'est qu'on fait tout sur mesure. Alors sur mesure avec un S, c'est-à-dire que ça soit en termes de forme, on fait vraiment millimètre par millimètre, mais que ça soit également en termes de couleur. C'est nous qui fabriquons nos propres lacs, c'est nous qui fabriquons nos propres finitions. Nos finitions, elles sont haut de gamme, donc c'est essentiellement de la laque, mais on fait aussi des finitions en béton ciré. Et on a une promesse de livrer le client en 15 jours. Et quand ça capote un petit peu, en tout cas, il est livré en moins de 3 semaines. Voilà, pour des produits intégralement sur mesure. Notre deuxième métier, c'est agenceur. Donc en fait, on est agenceur essentiellement pour les marques de luxe. On agence des boutiques, des magasins, des hôtels, des casinos, des bureaux. En gros, tous des espaces un petit peu luxueux. Au niveau de l'agencement, donc c'est notre bureau d'études qui fait la conception. Donc en général, le client vient avec une idée, vient avec une esquisse, et puis c'est eux qui s'occupent du chiffrage, c'est eux qui s'occupent de concevoir la solution technique, c'est eux qui s'occupent de dessiner les plans, c'est eux qui suivent la fabrication, qui suivent le montage, et qui vont jusqu'à suivre la pose et l'installation directement chez nos clients. Donc là, vous avez quelques illustrations de ce qu'on fait. On fait beaucoup de podiums, d'espaces de vente qu'on va trouver dans les grands magasins pour des très grandes marques de luxe. Voilà. Alors la prochaine slide, voilà, je vais essayer de faire un petit point sur la démarche Lean chez Acta. Donc le Lean chez Acta, c'est en place depuis plus d'une grosse dizaine d'années. C'est très visible dans tout ce qui est la partie production. Il y a beaucoup de démarches Lean initiées dans nos ateliers. On s'occupe de nos clients en faisant un point toutes les semaines sur les réclamations clients qu'on a eues. À chaque fois qu'on a une réclamation client, il y a systématiquement une résolution de problème qui est faite derrière. Et puis, on a défini il y a plusieurs années avec nos collaborateurs, lors d'un groupe de travail où on a appelé ce qu'Acta veut réussir pour le monde qui l'environne, on a défini avec nos collaborateurs que notre stratégie, c'était le Lean. Et lors de ce groupe de travail, on a également défini que Acta devait répondre à 3 défis. C'est-à-dire que déjà, on devait donner l'opportunité à chaque collaborateur de se développer, que ce soit en compétences, en prise de responsabilité, en créativité, avec exigence et bienveillance, chaque jour, dans et par son travail, et surtout qu'on devait l'aider dès que nécessaire. Dès qu'un collaborateur tire l'andon, on doit l'aider. On s'est fixé également comme défi d'aider chaque client à gagner, en collaborant avec lui, en réussissant à imaginer, à concevoir et à fabriquer du beau, chaque jour, et d'en aider les cours. Et on s'était également défini qu'on avait un 3e défi qui était de protéger notre terre. Mais comme vous voyez, par rapport aux autres défis, protéger notre terre, c'était un petit peu succinct. C'était un défi, mais on n'avait pas encore défini concrètement qu'est-ce qu'on allait y mettre derrière. Donc en 2023, Alain a pris la décision
de s'engager dans un parcours CEC. Alors la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat. C'est la suite de la Convention citoyenne pour le climat. Donc en gros, on a suivi un parcours CEC de mai 2023 à mars 2024. C'est-à-dire qu'avec 49 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, donc on s'est vu, on va dire, 6 fois, je crois, en vrai, et une dizaine de fois en visio. Et à chaque fois, on avait des conférences inspirantes qui étaient là pour nous monter en compétence sur le domaine environnemental, pour nous faire prendre conscience de l'urgence climatique dans laquelle on était. Ensuite, on avait des ateliers de co-développement avec nos pairs, et l'objectif de tout ça, c'était de nous amener à repenser notre manière de gagner notre vie, de repenser notre entreprise, de manière à ce qu'elle s'inscrive plus dans les enjeux environnementaux actuels. Et l'objectif de la CEC, c'est de vous faire rédiger une feuille de route avec des objectifs d'ici à 2030 et des leviers de redirection que vous voulez actionner pour réussir à vous inscrire dans tout ça. Voilà. Donc on a participé à la CEC, mais on avait une volonté très importante. Si on s'engageait là-dedans, on voulait pas de greenwashing. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment aller dans la CEC pour obtenir des résultats concrets en faveur de notre terre. Et on voulait pas juste apposer partout sur les sites internet, sur le rapport RSE, que voilà, on était dans la CEC. Vraiment, on voulait veiller à ne pas faire de greenwashing. Je vous ai parlé de feuille de route tout à l'heure. On a insisté, nous, pour que ça soit un plan en ligne plutôt qu'une feuille de route. C'est-à-dire que des objectifs à 2030, quand on est seulement en 2023, on n'y croit pas trop. On croit plutôt aux boucles de PDCA rapides qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc on a un petit peu négocié avec la CEC pour faire un plan en ligne plutôt qu'une feuille de route à long terme où on définit des actions et on espère qu'on va pouvoir les faire et qu'elles vont donner les résultats qu'on estime. Et puis, surtout, notre volonté, c'était des faits et du concret. C'est pour ça qu'on s'était renseigné sur les intervenants, sur les conférences qu'on allait avoir. Pas d'environnement pour dire oui, la voiture électrique c'est bien, les panneaux photovoltaïques c'est bien. Non, nous on voulait que du scientifique, quelque chose de prouvé, quelque chose qui nous montre qu'en mettant en place telle ou telle solution, on pouvait réduire notre impact environnemental. Nos préalables, c'était qu'on puisse se servir de la CEC pour essayer d'entraîner nos collaborateurs dans la démarche. On voulait, comme je l'ai dit, une démarche authentique, scientifique et basée sur notre démarche Lean. On voulait aussi une démarche rentable, s'engager dans un parcours CEC qui prend autant de temps que ça. Il fallait certes que ça soit pour la planète, mais on est une entreprise, on est également là pour gagner de l'argent. Il fallait aussi qu'on y voit un intérêt économique et qu'on puisse faire rimer protection de la planète avec rentabilité. Et on voulait bien évidemment communiquer, parce que l'objectif c'était aussi d'entraîner un maximum de personnes dans notre démarche. Donc on a participé à ce parcours CEC. On a eu plusieurs apports. Déjà, de renforcer notre prise de conscience. Donc là, je vais prendre mon cas personnel. J'ai commencé en introduction en disant que j'avais pas trop une grosse conscience environnementale. Moi, je misais beaucoup sur la capacité d'adaptation à l'homme. Pendant la CEC, j'ai compris que j'avais beau être un petit peu caméléon, j'avais pas réussi à m'adapter et qu'on allait être obligé de faire quelque chose, en tout cas pour la planète, parce qu'on allait droit dans le mur. Donc là-dessus, il y a eu un vrai apport, une vraie prise de conscience. L'autre apport, l'autre prise de conscience, c'est que ça nous a permis de développer nos connaissances et nos compétences, surtout sur la partie environnementale, sur la situation actuelle. Ça nous a permis surtout d'affiner notre stratégie, donc ça je vais y revenir un petit peu plus tard. Ça nous a permis de rédiger notre premier plan, et ça nous a permis surtout de définir le contenu de notre troisième défi d'entreprise. Donc ce que j'ai présenté tout à l'heure, protégeons notre terre. Avec Alain, on a un petit peu bûché là-dessus et on s'est défini le troisième défi. Donc le troisième défi d'Acta, c'est protégeons notre terre en entraînant chaque collaborateur. Alors j'ai souligné le en entraînant, c'est-à-dire qu'on veut les emmener avec nous, mais on veut aussi les entraîner, c'est-à-dire les monter en compétences. C'est entraîner dans les deux sens du terme. Protégeons notre terre en garantissant une démarche authentique, reposant sur des éléments scientifiques et basés sur le Lean, en faisant une démarche rentable et en communiquant pour influencer et faire naître des vocations dans l'entreprise et à l'extérieur. Donc quelque part, le fait d'être là aujourd'hui, on est un peu en train d'essayer de réaliser la dernière partie du troisième défi. Alors notre démarche, qu'est-ce qu'elle a été ? Notre démarche, déjà, on a créé un CSE dédié à notre défi Protégeons notre terre. Ça, c'était pour embarquer un maximum de collaborateurs avec nous et pour commencer à impliquer des gens qui construiraient avec nous la démarche, le chemin qu'Acta allait prendre. Ensuite, on a réfléchi la stratégie avec des volontaires, c'est-à-dire qu'on a fait un appel en candidature dans l'entreprise. On a dit, voilà, on veut définir la stratégie environnementale d'Acta, qui est volontaire pour bosser avec nous. Donc on a fait des sous-groupes de travail et on a essayé de définir quels étaient les enjeux d'Acta et sur quoi Acta pouvait agir pour préserver l'environnement. Et on en a sorti de là 3 priorités. C'était qu'Acta devait produire la juste quantité de déchets valorisables,
consommer la juste quantité d'énergie et essayer de développer, alors ce qu'on a appelé plus tard les jardins d'Acta, mais en gros développer la biodiversité dans nos espaces verts. Et puis on s'est dit également dans notre démarche qu'il fallait qu'à toutes les étapes de la démarche, on puisse communiquer sur nos résultats pour entraîner nos collaborateurs d'autres entreprises et puis aussi se former. On a bien en tête que tout seul Acta, on ne va pas réussir à bloquer le changement climatique, mais par contre, notre effort, il doit se porter sur essayer d'inciter d'autres personnes, parce que c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour notre démarche? Je vais vous parler de l'énergie, des déchets et des jardins d'Acta. Déjà, on s'est appuyé sur la méthode 4C. On a fait du Gemba dans les ateliers, avec chaque fois en tête ces 4 C, c'est-à-dire chercher les problèmes, se confronter aux problèmes, cadrer les problèmes et construire les solutions. Donc je vais rentrer un peu plus dans le concret. J'ai dit tout à l'heure que dans les défis, on devait consommer la juste quantité d'énergie. Donc comment on a fait ça? Donc on a été sur le terrain avec dans toutes les équipes de l'entreprise, dans tous les ateliers. Donc j'y étais, j'ai été rencontrer les collaborateurs. Et puis à chaque fois, je suis parti avec eux, je leur ai donné le prérequis. On va considérer que dès lors que vous consommez une énergie, c'est un problème. Et comme on maîtrise bien la résolution de problèmes, dès lors qu'on aura identifié un problème, on essaiera de le résoudre en faisant une résolution de problème. Donc à chaque poste de travail, on s'est posé la question, quelles sont les énergies consommées par le poste de travail? Une fois qu'on avait listé toutes les énergies, on s'est dit, qu'est-ce qui consomme cette énergie à ce poste de travail? Pourquoi est-ce qu'on consomme cette énergie? Dans quelle quantité on consomme de l'énergie? C'est important de quantifier le problème. Et surtout, parce n'oubliez pas que j'ai dit qu'il fallait qu'on en fasse une démarche rentable, combien ça nous coûte? Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on peut supprimer cette consommation d'énergie? Est-ce qu'on peut la réduire? Est-ce qu'on peut l'optimiser? Et puis après, une fois qu'on s'était posé toutes ces questions, on a réfléchi tous ensemble aux solutions, les hypothèses qu'on pouvait formuler, les contre-mesures qu'on proposait, quels résultats on pouvait attendre de tout ça et comment on les mettait en œuvre. Une fois qu'on était sorti de ça avec les actions qu'on avait définies dans le co-construire, et après à chaque fois, donc on mettait en œuvre, on checkait qu'est-ce qu'on avait gagné et à chaque fois on faisait le A du PDCA, on vérifiait est-ce que ce qu'on a gagné à tel endroit, on pourrait l'appliquer ailleurs dans l'entreprise. Je vous présenterai les résultats tout à l'heure, mais ça a plutôt bien fonctionné. On s'est posé également les mêmes questions sur les déchets. Alors là aussi, on s'est attaqué à quelque chose qu'on fait rarement, en tout cas rarement avec plaisir, c'est-à-dire que dans tous les ateliers de l'entreprise, on a vidé nos poubelles et à chaque fois, on s'est dit, bon ben voilà, les gars, dans tel atelier, dans telle équipe, dans vos poubelles, il y a ça. D'où est-ce qu'il vient ce déchet-là? Pourquoi est-ce qu'on l'a produit? Dans quelle quantité on le produit? Qu'est-ce qui devient une fois qu'on a vidé la poubelle dans la grosse benne qui est dehors? Combien ça nous coûte à l'année? Parce que ça aussi, les gens pensent souvent qu'une fois qu'on a mis dans la poubelle, c'est parti, mais ils ne voient pas combien ça peut coûter à l'entreprise. Est-ce qu'on peut supprimer ce déchet? Est-ce qu'on peut le réduire? Est-ce qu'on peut améliorer son devenir? Et après, la même chose, quelles hypothèses on formule? Quelles contre-mesures on propose? Quels résultats on attend? Et comment on le met en œuvre? Alors, je vais vous montrer maintenant quelques exemples concrets. Alors par exemple, il y a un atelier, quand on a fait les poubelles, on a été assez surpris par la centaine de paires de gants qui pouvaient se trouver dans la poubelle. Alors c'était le petit gant gris que vous avez là, peut-être que vous connaissez. C'est ce que j'appelle le gant à pas cher, le gant à tout faire, le gant à pas cher. Donc en général, chaque opérateur en consommait 2 à 3 paires par semaine. Ce qui représente quand même 1800 paires par an, et même s'ils coûtent pas cher, ça représente quand même pour un petit atelier d'une dizaine de personnes, ça représente près de 2200 € par an, et ça fait 100 kg de déchets. Alors sur les 500 tonnes qu'on produit, 100 kg de déchets, c'est pas énorme, mais petit pas par petit pas, vous verrez au moment des résultats qu'on a quand même réussi à bien diminuer la production de déchets. En plus d'avoir les poubelles pleines de gants, on a également constaté que les gens avaient les mains abîmées dans cet atelier, que les gants ils provoquaient de la transpiration et de l'inconfort et qu'on avait une faible dextérité, et c'est plutôt bête parce qu'on les utilisait dans l'atelier de ponçage, là où on a besoin de plus grande finesse au niveau des doigts. Donc pour régler ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va essayer de se faire, de comprendre pourquoi est-ce qu'on jette autant de gants, et puis pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien à l'intérieur, etc. Donc on s'est fait une résolution de problème sur ce sujet, et on s'est rendu compte que si on jetait les gants, c'est parce qu'on transpirait beaucoup à l'intérieur, parce qu'il y avait des endroits où ils étaient très usés, et parce que la matière craquelait. Donc de là, nous, service QHSE, on s'est rapproché des fabricants de gants, on a testé tout un tas de gants quasi similaires, mais avec des caractéristiques qui permettaient de pallier aux problèmes qu'on avait identifiés juste avant.
On en a défini un cahier des charges, et puis on a fini par trouver un gant à force de faire des tests. Sauf que le problème de ce gant, c'est qu'il coûtait presque 2 fois plus cher. Donc c'est celui que vous avez au milieu. Donc à première vue, moi qui n'étais pas très très lean, j'ai dit bon bah ce gant-là il marche, mais on va pas le mettre parce qu'il coûte trop cher. Et puis on a dit qu'il fallait que la démarche elle soit rentable. Puis finalement, à force de faire des tests, on n'a pas trouvé le gant qui va bien. Donc j'ai dit bah foutu pour foutu, on va l'essayer quand même. Et en fait, l'apprentissage qu'on a fait, c'est que ce gant-là, ok, il coûtait 2 fois plus cher presque, sauf qu'on en consommait que 1 à 2 paires par mois parce qu'il était beaucoup plus résistant. Donc ce gant-là, on a fini par le généraliser. Et maintenant, dans cet atelier où on consommait 1800 paires par an, on n'est plus qu'à 250 paires par an. On a divisé le coût de fourniture en gants pratiquement par 4, et puis les déchets pratiquement par 10. La bonne nouvelle également, c'est que la protection elle est beaucoup plus adaptée, puisque si le gant est dur, c'est qu'il est moins abîmé, donc forcément on s'abîme moins les mains. Le confort et la respirabilité sont top, et puis surtout il y a une très bonne préhension. Donc ça c'était l'étape un petit peu transitoire, voilà. Et puis après, on s'est rendu compte avec ces gants-là, j'ai quand même essayé de pousser un peu le vis, et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on les jette au bout de, par exemple, 15 jours, 3 semaines? On m'a dit, c'est parce qu'ils sont craqués entre le pouce et l'index. Donc du coup, on s'est dit, on a des contraintes plus fortes à ce niveau-là, donc j'ai rappelé mon fournisseur de gants, qui fait pas du lean, mais qui pourrait, parce qu'ils sont plutôt pas mauvais, qui nous a sorti un gant dans ses placards, qui était même pas commercialisé, mais qu'il avait fait une fois pour un client, et en fait c'était exactement le gant qu'il nous fallait, c'est-à-dire qu'il avait la même résistance à l'abrasion qui était requis par notre activité, mais avec ce renfort pouce index. Et aujourd'hui, ces gants-là, bien qu'ils coûtent presque 3 fois plus cher que les premiers, on n'en utilise plus qu'une paire par mois. Et du coup, ça a permis de diminuer la consommation de gants de près de 92%, de près de 80% la fourniture en gants. Et puis les déchets, vous voyez qu'on a fait moins 92%. Ce que j'aime bien là-dedans, en fait, c'est qu'avec ce dernier gant-là, on a la juste protection au juste emplacement. En fait, on paye juste ce qu'il nous faut. Et c'est ça qui est vachement intéressant là-dedans. En plus, il offre un excellent compromis sécurité, grippe et confort. Et ça, on l'a fait dans un atelier. Et maintenant, ces gants-là, on est en train de les dupliquer dans toute l'usine. Donc, quand je suis en train de dire moins 92%, moins 79%, ok, c'est pour l'atelier, mais ça, on va également l'avoir au niveau de toute l'usine, puisque finalement, les contraintes de cet atelier, on les retrouve également à d'autres postes. Autre exemple également, avant de laquer une pièce en bois, on appliquait dessus un après chimique. Alors ça s'appelle de l'après, mais on le met avant de laquer. De manière habituelle, traditionnelle, j'allais dire, on utilisait un après polyester. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait notre pièce, et puis c'est celle qui est toute en orange. En gros, on appliquait de l'après sur les 4 champs de la pièce, sur la face, sur le dos. Bon, je vous ai mis quelques chiffres, mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, on avait du produit chimique sur l'intégralité de la surface. Et puis, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que on applique du produit chimique, on tartine, on en met plein. Et puis après, comme il y a des coulures, comme il y a des surépaisseurs, on envoie ça dans un atelier qui va poncer les coulures, les surépaisseurs, et seulement après, on laque. Sauf que de mettre des grosses tartines sur plusieurs pièces, forcément, moi après j'ai une quantité de déchets qu'on appelle des emballages vite souillés, des déchets chimiques, des déchets dangereux qui coûtent très cher à traiter. Donc avec cet atelier, quand on s'est dit qu'on avait énormément de déchets chimiques, on s'est dit oui, mais c'est sûrement lié à la quantité astronomique de produits chimiques qu'on met sur la pièce. Donc du coup, on a travaillé sur un nouvel après, donc qui est un après en polyuréthane. Et sur cet après en polyuréthane, en fait, on s'est rendu compte que là où on apprêtait nos faces et notre dos, en fait, on savait mettre de la laque sans mettre de l'après, et qu'on pouvait se contenter de mettre de l'après uniquement sur les champs de la pièce. Donc uniquement en faisant ça, déjà, ça diminuait la consommation d'après de près de 84%. Donc c'était déjà énorme. Aujourd'hui, c'est un après qu'on utilise sur une partie de notre production, et l'idée, c'est de le généraliser sur l'intégralité de notre production pour continuer à diminuer cette consommation d'après. On a déjà pensé au coup d'après. Parce que comme je l'ai dit, on apprête une pièce et ensuite on vient poncer les surépaisseurs, les coulures, etc. Mais quand on se met à la place du client, le client en fait il veut une pièce en bois qui est bien laquée. En fait il s'en fout qu'il y ait de l'après et que ça soit poncé. Donc si on veut supprimer le mouda qui est l'après et le ponçage, on s'est dit est-ce qu'on n'a pas possibilité de laquer directement sans après. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais on est en train de réfléchir à trouver un panneau de bois, si possible recyclé, et une bande de champ, qu'on viendrait coller sur le bord, si possible recyclé également, qui nous permettrait de laquer directement sur la pièce, sans avoir à appliquer de l'après, et sans avoir à poncer la pièce.
On irait jusqu'à supprimer ces deux MUDA. Donc là, en termes de gains, il n'y a plus de COV, il n'y a plus de solvants, il n'y a plus de produits chimiques. Voilà. Mais aujourd'hui, on est sur la solution du milieu, la solution transitoire. Un autre exemple également, toujours dans le secteur peinture, donc là il va falloir que j'explique un petit peu. On a un robot de laquage, donc c'est-à-dire c'est une tête qui fait des allers-retours comme ça sur un tapis. Sur le tapis, les pièces circulent, et puis le robot qui fait des allers-retours, la tête du robot, elle pistole de la laque dessus. Sauf que toute la laque ne va pas sur la pièce, il y a toujours un petit peu de peinture en suspension dans l'air, et du coup on a de l'eau qui circule autour du tapis, qui est là pour capter l'overspray, c'est-à-dire capter la peinture qui ne s'est pas déposée sur la pièce. Cette eau, elle va circuler dans une piscine dans laquelle des micro-organismes vont dégrader les solvants. Sauf qu'il reste toujours des particules de peinture, donc on ajoute des produits qu'on a, j'ai oublié le nom, un floculant et un coagulant qui font remonter les particules de peinture à la surface, et on a une raclette qui vient tous les X secondes racler les particules en mouvement. Donc la problématique qu'on avait, c'est qu'on produisait beaucoup de bouts de peinture. Et ce qu'on avait également dans cet atelier, c'est que toutes ces bouts là qui étaient raclées par la raclette, elles tombaient dans un sac. J'ai mis la photo, voilà, ici un big bag. Et puis à la fin de la semaine, les opérateurs, ils venaient vider le big bag qui pesait plus d'une trentaine de kilos. Ils s'en foutaient partout. Ils avaient mal au dos parce que c'était super lourd. Et puis c'était pas du tout pratique. Et dans cet atelier, du coup, ça faisait à peu près 3 tonnes de boue par an. Donc du coup, on a essayé de travailler sur une méthode pour rendre le changement de sac, en tout cas la récupération des bouts, plus ergonomique, et en gardant en tête également qu'on envoyait quand même 3 tonnes de boue par an. Et si on envoyait 3 tonnes de boue par an, c'est aussi parce que les boues, elles contenaient 86% d'eau. Alors, ce qui est très très bête, c'est que le traitement des boues, c'est on prend les boues et on les met dans un incinérateur. Alors je ne fais pas un dessin, mais si on va brûler 86% d'eau, on voit bien que l'impact écologique de ça, c'est pas terrible du tout. Du coup, on a travaillé avec les opérateurs sur une méthode qui était de faire tomber progressivement les boues dans un sac filtrant, et tous les jours de vider le contenu du sac sur une grille qui était équipée d'un filtre, et de faire sécher cette grille à l'air libre. Du coup, les opérateurs faisaient ça, pas tous les jours, pardon, chaque semaine, et après, ils vidaient les boues quasi sèches dans un fût. Rien qu'en faisant ça, en laissant sécher les boues à l'air libre, en laissant l'eau simplement s'évaporer, on avait diminué la teneur en eau des boues de 86, on était passé à seulement 17% d'eau. Donc ce qui faisait que sans avoir travaillé sur le process, mais juste en ayant laissé le temps de sécher, on était passé de 3 tonnes de boue par an à une demi-tonne de boue chaque année. Donc ça diminuait grandement les coûts, bien évidemment, et surtout on avait répondu au problème initial, à savoir que on portait un sac de 30 kg, et là on portait simplement une grille qui faisait 1 ou 2 kilos. Je ne vais pas montrer la solution c'était ça. Aujourd'hui on a poussé le système encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a mis des grilles qui sont des grilles de barbecue, qui sont très très fines, et plutôt que de les changer, d'aller récupérer les bouts tous les jours, maintenant on les récupère tous les postes, donc 2 fois par jour. Ça va très vite, c'est très rapide, on s'en fout pas partout parce que les bouts n'ont pas le temps de déborder de la grille, il n'y en a pas assez. On met ça dans un chariot, on remplit le chariot dans un certain ordre. Une fois que le chariot est plein, on retire les bouts qui ont été mis en premier. Ça nous permet de faire encore diminuer la teneur en eau. Maintenant, il y a moins de 10% dans les bouts qu'on envoie, et ça permet de réduire bien évidemment encore les coûts de traitement, et de rendre le truc encore plus ergonomique, puisque là on est vraiment sur quelque chose qui fait même pas 1 kilo. Ça c'est pareil, on l'a fait sur un atelier qui produisait 3 tonnes de boue par an. Il se trouve qu'on a aussi des cabines de laquage où c'est exactement le même principe, et au total sur ces 2 ateliers on produisait à peu près 10 tonnes de boue par an. Ce qu'on a fait là sur le robot, on l'a généralisé ailleurs, et du coup les moins 87 pour les 3 tonnes de boue sont passées à 0,4, donc on a divisé quasiment par 10, mais on l'a obtenu également au niveau de l'entreprise, on a obtenu exactement les mêmes résultats. Voilà, c'était 3 exemples un petit peu concrets de ce qu'on avait fait. À chaque fois, ça a découlé d'une résolution de problème qui a été fait avec les collaborateurs sur le terrain. On en a encore plein d'autres. La démarche sur l'énergie et les déchets, ça a engendré à peu près une centaine de résolutions de problèmes dans l'atelier. On en a encore actuellement, et ce qui est bien, c'est que de l'avoir fait avec tous les collaborateurs,
Maintenant, dès qu'on fait une résolution de problème, ils ont en tête le volet environnemental. Donc on rentre par la sécurité, on ressort par l'environnement, on rentre par l'environnement, on ressort avec des gains de productivité. J'ai en tête en ce moment un travail qu'on fait sur le robot, où on essaye d'augmenter son TRS. En gros, on essaye de produire plus de pièces dans le même temps d'ouverture. Et on s'est rendu compte qu'en faisant ça, déjà, quelques petites actions qui avaient amélioré le TRS, on avait déjà réduit la consommation d'énergie de près de 15%. C'est-à-dire pour produire autant de pièces, on consomme 15% d'énergie en moins. Et ça, c'est une réflexion qu'on n'aurait pas eue il y a quelques années si on n'avait pas fait ces résolutions de problèmes axées sur la partie environnementale. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'était sur les espaces verts, ce que j'ai appelé les jardins d'Acta. Alors c'est un peu moins facilement mesurable, mais en gros, avant, on tondait la pelouse autour d'Acta à la haute saison, une fois par semaine. Bon, ça coûtait cher en entretien, c'était très moche en été parce que ça grillait, et puis ça servait pas forcément à grand-chose. On s'est dit, ces espaces verts, il faut qu'ils servent il faut qu'ils servent la cause environnementale. Donc on s'est dit l'objectif c'est de préserver et développer la biodiversité à l'intérieur. On s'est également fixé pour objectif de stocker un maximum de carbone, de prendre en compte l'eau, c'est-à-dire d'essayer de ne pas arroser des tonnes, mais aussi de mieux permettre à l'eau de pénétrer dans le sol, parce qu'il y a quand même un des enjeux liés au changement climatique, c'est qu'on a vite tendance à être inondé sur nos sols bitumés. Donc plus on met des végétaux qui vont capter l'eau, mieux l'eau s'infiltre dans les sols. On va essayer de consommer moins d'énergie. On va essayer de ne pas dépenser plus d'argent dans nos espaces verts. On va essayer également de développer les compétences environnementales de nos collaborateurs. C'est un moyen encore de les entraîner avec nous. On va essayer d'en faire un lieu de repos, de bien-être et de détente, qui soit agréable pour se protéger de la chaleur. Chose très importante, on veut planter des choses dans nos espaces verts, mais on ne veut pas cacher l'usine. Le but, c'est pas de cacher l'usine derrière les arbres et faire croire qu'on n'est plus là. Non, c'est de montrer qu'on s'occupe des espaces verts, mais en même temps qu'on voit bien qu'on est une usine, qu'on est une entreprise, qu'on est un site industriel. Donc comment on a fait En 2023, on a planté ce qu'on a appelé les premiers îlots de biodiversité. En gros, Alain a fait une première esquisse. On a consulté les collaborateurs qui étaient plutôt impliqués sur ce sujet-là. Ils nous ont donné quelques idées qu'on a pris en compte. Et on a choisi les espèces à planter avec un ingénieur paysagiste. Là aussi, sur les espèces, on a pris le temps de discuter avec l'ingénieur paysagiste. Le but, c'était d'avoir des espèces peu coûteuses, locales, et des espèces qui vont survivre toutes seules. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne voulait pas que ça coûte plus cher, on ne veut pas passer trop de temps à les entretenir non plus, on n'est pas jardinier, mais on veut des choses qui soient à la fois beaux et puis qui au bout d'un an ou deux vont se développer tout seuls et vont donner cette sensation que les espaces verts sont structurés alors qu'on s'en occupe pas en fait. Mais simplement en les ayant plantés, on voit que il s'est passé quelque chose et qu'on a mis des choses en place. Donc après on est passé d'où de notre PDCA, c'est-à-dire qu'on a préparé les sols et on a planté les végétaux. Et tout le printemps, tout l'été, tout l'automne, c'est les collaborateurs volontaires sur leur temps libre. Alors quand je dis sur leur temps libre, quand ils avaient un cru en production, qui sont venus s'occuper des espaces verts, qu'on fait un petit peu d'arrosage au tout début quand c'était nécessaire, qu'on fait un peu la taille, etc., etc. Et on a poussé le truc un petit peu plus loin. On a rencontré l'Office français pour la biodiversité lors de la Convention des entreprises pour le climat. On leur a présenté ce qu'on a fait et du coup ils nous ont labellisé entreprise engagée pour la nature. C'est un label plutôt intéressant pour nous parce qu'on peut le communiquer auprès de nos clients et il n'y a que 180 entreprises qui sont labellisées entreprises engagées pour la nature et ça permet surtout de récompenser le travail des collaborateurs sur la partie environnementale. On a fait notre check il n'y a pas très longtemps. On s'est dit est-ce que ça a marché ce qu'on a planté. Alors on s'est dit là on n'a pas planté assez, telle espèce n'a pas marché, etc. Donc on a reconsulté des pépiniéristes pour compléter les massifs qu'on avait plantés. Et surtout on a choisi des nouvelles espèces et ce coup-là on les a choisis avec la LPO puisque notre projet pour 2026 c'est d'être labellisé refuge LPO. Donc la LPO c'est la Ligue de protection pour les oiseaux. Donc c'est en gros de développer la biodiversité et surtout les espèces d'oiseaux autour d'Acta. Et puis en ce moment même, on est en train de préparer les sols et on a pour projet de planter à peu près une centaine d'arbres d'ici à la fin de l'année 2025. On a déjà sélectionné tout ça. Il y a des fruitiers dans lesquels les collaborateurs pourront se servir. C'est ce qu'on appelle une forêt nourricière. Et puis il y a des arbres qu'on va mettre à certains endroits pour qu'il y ait des espaces de détente qui soient plus agréables. Et aussi, on va essayer à proximité des bâtiments pour utiliser moins la clim à certaines périodes. Les résultats de tout ça, ce sera ma conclusion. Sur la partie consommation électrique, entre 2021 et 2024, on a baissé de 30% nos consommations électriques et on a baissé de près de 40% notre consommation de gaz. En 2025, c'est les objectifs. Sur l'électricité, on va quasiment y être.
Sur le gaz, on va pas y être parce qu'on s'était fixé un objectif ambitieux de moins 20%. Et on a travaillé d'autres sujets, mais pas assez le gaz. Mais en tout cas, on va pas resurconsommer. Donc c'est en ça qu'on est content. C'est-à-dire qu'on a fait des efforts pour descendre les consommations énergétiques. Et maintenant, on arrive à les stabiliser à un niveau relativement bas. Sur les déchets, vous voyez qu'on a diminué notre production de déchets de près de 20%. Et sur les déchets, pour le coup, on va largement atteindre l'objectif en 2025. Et puis, sur la partie économique, les déchets qui nous coûtaient 190 000 euros par an vont nous coûter moins de 90 000 euros cette année. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je suis arrivé, moi, une des premières choses qu'Alain m'a dit, c'est les déchets, ça nous coûte trop cher. Donc moi, j'ai fait ce que je savais faire avant, c'est-à-dire j'ai appelé le prestataire de déchets, puis je lui ai mis un coup de pression. Et du coup, vous voyez qu'entre 2023 et 2024, on a produit toujours autant de déchets, toujours 560 tonnes, et on a payé 25 000 euros de moins. Bon, d'un point de vue environnemental, j'ai rien fait, hein. J'ai juste gueulé, c'est tout. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand on s'est mis à faire du lean sur les déchets, j'ai gagné encore plus d'argent, et pour le coup, on a surtout réussi à baisser la production de déchets. Et c'est peut-être un des graphiques où on est le plus fier, c'est qu'en 2023, on avait la majorité des déchets qui allaient à l'enfouissement et très peu qui allaient au recyclage. Et si vous regardez en 2025, depuis qu'on fait du lean, on n'a plus que 2% des déchets qui vont à l'enfouissement, donc plus de 10 tonnes. Alors le CSR, ça veut dire combustible solide de récupération. J'insiste, c'est pas de l'incinération, c'est-à-dire que c'est des briquettes de combustible que les industriels utilisent uniquement quand ils en ont besoin, alors qu'un incinérateur, ça brûle toute l'année, même en plein été. On a surtout 64% de recyclage et de la réutilisation. Donc pour info, c'est les palettes qui sont réutilisées par d'autres industriels en locaux. Et vous voyez qu'en 2024, quand j'ai appelé mon fournisseur pour lui mettre un coup de pression, lui, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'au lieu de mettre mes déchets au fond d'un trou, il les a brûlés. Donc ça sert à rien. Et en faisant du lean, en travaillant davantage sur le tri des déchets, on a surtout développé la partie recyclage. Et une autre chose qui montre un peu le côté systémique de la démarche, c'est que depuis qu'on fait de la résolution de problèmes en environnement, mais également en sécurité, et vous avez vu que des fois on rentre par de l'environnement, on ressort par de la sécurité, l'accidentologie moyenne d'ACTA sur les 10 dernières années, avant 2024, c'était de plus de 15 accidents du travail par an. En 2024, on a eu seulement, c'est toujours trop, mais seulement 5 accidents du travail. Et à l'heure où on se parle aujourd'hui, en 2025, on est seulement à 3 accidents du travail. Et ça, c'est en faisant là aussi de la résolution de problèmes systématiques. On en fait sur les problèmes environnementaux, mais on en fait dès lors qu'il y a une situation dangereuse, un presque accident, un premier soin, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?